Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre les meilleurs moments des débats consacrés à la révision constitutionnelle. Alors vous le savez, le Sénat a adopté une version profondément modifiée du texte issu de l'Assemblée. À l'article 2, l'article sur la déchéance de nationalité, ils ont adopté l'amendement de Philippe Bas, le président de la Commission des lois, qui limite la déchéance aux seuls binationaux. C'était la ligne rouge fixée par une grande majorité de sénateurs, l'apatridie. Quelques jours après ce vote du Sénat et après plus de 4 mois de débat, François Hollande a décidé de mettre un terme à cette révision de la Constitution, faute de compromis entre les deux chambres. Ce texte devait entériner la mesure symbolique, en effet annoncée par le chef de l'État au lendemain des attentats de novembre, la déchéance de nationalité pour les terroristes. Voilà, tout de suite, donc, je vous propose de suivre ces débats en séance. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Il y a 4 mois, notre pays était frappé par le terrorisme islamiste. Frappé dans sa chair, frappé une nouvelle fois, moins d'1 an après la tuerie de Charlie Hebdo, l'assassinat d'une policière municipale à Montrouge et l'attaque de l'Hyper Cacher. Notre pays a été frappé sur son sol. Il est frappé à l'étranger. Et mes pensées vont vers tous ceux lâchement abattus à Ouagadougou il y a quelques semaines et dimanche en Côte d'Ivoire. Ce pays ami qui, comme la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, est visé parce qu'il est un symbole de la démocratie et de la réconciliation en Afrique. La France est pleinement, totalement aux côtés de nos amis ivoiriens. Notre pays a été frappé, et c'est aussi toute l'Europe qui vit sous la menace. L'intervention hier des forces de l'ordre belges et la traque en cours à Bruxelles, liée directement aux attentats de Paris, nous le rappellent. La cible des terroristes est chaque fois la même. Ce sont les valeurs démocratiques, la liberté, l'idéal de tolérance, de respect, notre cohésion nationale et aussi le principe de laïcité. La cible, c'est ce que nous sommes, et je pense notamment à la jeunesse. Il y a 4 mois, jour pour jour, le chef de l'État, au lendemain de l'horreur, s'adressait à Versailles à tous les représentants de la nation réunis en congrès. Ce jour-là, jour d'unité, chacun s'est levé. Chacun a applaudi pour dire son engagement commun à assurer la sécurité de nos compatriotes et à mener cette guerre qui nous a été déclarée. C'est cette même unité qui a présidé à l'adoption, dès le 20 novembre, de la prorogation de l'état d'urgence, un texte adopté dans cette Chambre à l'unanimité. Et le 9 février, à une large majorité, vous avez voté une nouvelle prolongation jusqu'au 26 mai. Cette même unité, les députés de la majorité et de l'opposition l'ont démontré lorsqu'ils ont adopté ensemble, à plus de 3/5 des voix, le projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis à présent. Oui, dans l'hémicycle de l'Assemblée, droite et gauche, malgré les débats, tout le monde les connaît, en leur sein, ont su dépasser les clivages et se rassembler. C'est ce même chemin que nous devons prendre ici. Mesdames, Messieurs les sénateurs, l'exigence d'aujourd'hui est exactement la même qu'il y a 4 mois. Rien ne serait pire que d'avoir la mémoire courte, de céder à cette fâcheuse tendance de notre époque, celle qui veut qu'un événement chasse l'autre. N'oublions pas l'état d'esprit de novembre. Ne laissons jamais retomber, nos compatriotes ne le comprendraient pas, cette exigence d'efficacité, bien sûr, contre la menace, contre le terrorisme, mais aussi cette exigence
d'unité, une unité sans faille. Car la menace est plus forte que jamais. Depuis leurs bastions de Syrie, d'Irak ou du Yémen, depuis certaines zones de repli au Maghreb ou au Sahel, Daesh, l'État islamique, ou Al-Qaïda ou AQMI, leurs succursales sont à l'offensive, embrigadant de jeunes combattants, asservissant des populations, détournant des richesses, spoliant ces populations, pratiquant la contrebande pour se financer. Leur volonté, c'est d'étendre leur emprise territoriale et de déstabiliser les États. C'était le but de l'attaque menée la semaine dernière depuis la Libye contre la ville tunisienne de Ben Gardan, ou encore, je l'ai évoqué, de la fusillade de Bassam en Côte d'Ivoire. L'ennemi, ce sont ceux qui pillent, violent, tuent, réduisent en esclavage, ceux qui, là-bas, commettent des attentats et en planifient d'autres sur notre sol. L'ennemi, ce sont aussi ces individus embrigadés, ces cellules plus ou moins autonomes, plus ou moins organisées, qui peuvent agir ici en France, au cœur de notre société. Ce sont ces ressortissants français, ce sont ces résidents en France, radicalisés, imbibés de propagande, prêts à prendre les armes pour frapper d'autres Français, prêts à retourner les armes contre leur propre pays. À ce jour, et le ministre de l'Intérieur évoque régulièrement ces chiffres, plus de 2000 Français ou résidents en France ont été recensés pour leur implication dans les filières djihadistes syro-irakiennes. Depuis le début de l'insurrection en Syrie, plus d'1 millier d'entre eux ont rejoint cette zone de combat. Plus de 600 s'y trouvent toujours, dont environ un tiers de femmes, beaucoup de mineurs aussi. Et 167 y ont trouvé la mort. La justice et les services de police agissent sans relâche. Depuis le début de l'année, Bernard Cazeneuve rappelait ce chiffre en Conseil des ministres ce matin, 74 personnes ont été interpellées au titre de leur implication dans la mouvance djihadiste. 28 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Face au terrorisme islamiste, nous agissons, nous devons agir à la racine, en frappant militairement au Sahel ou au Levant. Nous agissons en renforçant les moyens, les effectifs de nos forces de l'ordre, de nos services de renseignement et de justice, en mobilisant nos soldats dans le cadre de l'opération Sentinelle, en luttant bien sûr contre la radicalisation et en adoptant notre droit. Nous l'avons fait ensemble au Parlement, en votant des dispositions renforçant l'efficacité de la lutte antiterroriste et donnant enfin un véritable statut légal aux techniques de renseignement assorties du contrôle nécessaire. Nous continuons à le faire avec notamment le projet de loi porté par le garde des Sceaux, ce texte a lui aussi été adopté par une large majorité à l'Assemblée et que vous examinerez très prochainement. Et je ne doute pas, là encore, que le Sénat prendra toute sa part, comme il l'a déjà fait. Et je pense aux propositions que vous avez formulées dans la proposition de loi portée par Philippe Bas et Michel Mercier. Adapter notre droit, c'est aussi adapter notre Constitution. Le projet de loi qui vous est soumis prévoit dans son article 1er l'insertion dans la Constitution d'un nouvel article, l'article 36.1, concernant l'état d'urgence. Il s'agit de donner à ce régime de crise un fondement incontestable. Je rappelle que le Conseil d'État a lui-même souligné en décembre dernier l'intérêt juridique de cette modification constitutionnelle. L'état d'urgence est le régime de crise le plus fréquemment utilisé sous la Ve République. Vous l'aviez justement constaté dans un rapport produit par votre Assemblée au mois de février. Il serait incohérent de ne pas l'inscrire dans notre loi fondamentale au même titre que les régimes prévus aux articles 16 et 36 de la Constitution. Ce n'est pas qu'une question de cohérence formelle. La Constitution, c'est la règle que nous nous fixons souverainement, ce texte qui garantit les droits des individus et qui fonde la démocratie, pouvait-elle rester muette sur l'état d'urgence? Non. Cette inscription, qui avait d'ailleurs été souhaitée, notamment il y a quelques années, par le comité présidé par Édouard Balladur,
apportera davantage de garanties. Les dispositions relatives à l'état d'urgence ne pourront plus être modifiées par la loi ordinaire. Désormais, ses motifs et ses conditions de déclaration, sa durée initiale et les modalités de sa prorogation seront fixés dans la Constitution, de même que les conditions dans lesquelles le Parlement contrôlera sa mise en œuvre. Et je le dis ici comme je l'ai dit devant l'Assemblée nationale, l'état d'urgence n'est pas contraire à l'état de droit, à nos libertés fondamentales. C'est une modalité d'application de l'état de droit. Inscrire dans la Constitution ce régime dérogatoire et provisoire, aujourd'hui prévu par la loi, c'est conforter notre démocratie. La semaine dernière, votre commission des lois a examiné le texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'est prononcée en faveur de plusieurs amendements qui seront présentés en séance publique, bien sûr, par votre rapporteur, le président Philippe Bas, et nous en débattrons. Ces amendements visent à modifier le projet existant sur plusieurs points, en rappelant tout d'abord les prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, même si je tiens à souligner le contrôle strict exercé par la justice administrative sur les mesures mises en œuvre depuis le 14 novembre dernier. En prévoyant ensuite la possibilité pour le Parlement de débattre à tout moment en séance publique de l'état d'urgence, le cas échéant en examinant une proposition de loi visant à y mettre fin. En limitant à 3 mois la durée maximale de prorogation contre 4 dans la version adoptée par l'Assemblée nationale. Enfin, en prévoyant que les mesures prises en application de l'état d'urgence seront définies par une loi organique et non par une loi ordinaire. Je rappelle d'ailleurs que ces mesures, en particulier les perquisitions administratives et les assignations à résidence, seront précisées et mieux encadrées par un projet de loi, dont un avant-projet a déjà été rendu public, qui vous sera soumis à l'issue de cette procédure de révision constitutionnelle. Nous poursuivrons ainsi la modernisation de la loi de 1955, initiée avec le projet de loi adopté le 20 novembre dernier. Une modernisation nécessaire, en particulier au regard de la mise en œuvre actuelle de l'état d'urgence. Il faut l'adapter à la menace et au monde actuel. Ces nouvelles dispositions créeront des mesures de contrainte individualisées et amélioreront le régime juridique des perquisitions administratives. Elles prendront bien évidemment en compte les exigences que le Conseil constitutionnel a fixées dans sa décision du 19 février dernier à propos des copies de données informatiques réalisées lors des perquisitions administratives. Cette décision, par ailleurs, mesdames et messieurs les sénateurs, lève définitivement, je crois, l'interrogation sur la nécessité de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Nous examinerons avec Jean-Jacques Urvoas tous ces amendements, avec un esprit constructif, dès lors qu'ils seront conformes aux principes qui ont guidé notre travail sur cette révision constitutionnelle. Mesdames, Messieurs les sénateurs, mardi dernier, avec le garde des Sceaux, j'ai également exposé devant votre commission des lois la position du gouvernement concernant le second article de ce projet de loi. Nous abordons ces débats dans le même esprit que lors des discussions à l'Assemblée nationale, celui du rassemblement autour des valeurs qui fondent notre vie en société, celui aussi, bien sûr, de l'unité nationale. C'est en gage de cette unité nationale, je veux le rappeler aussi, que le président de la République a proposé la déchéance de nationalité qui était demandée, faut-il le rappeler, dans les rangs de l'opposition. Le texte qui vous est soumis est le fruit de débats très riches, passionnés, et c'est normal dès lors qu'on aborde ces questions. Des débats qui, en fin de compte, ont répondu à cette question. Qu'est-ce pour nous, dans notre héritage, dans notre tradition, une nation? Et la réponse, ce n'est pas seulement le droit du sang ou du sol. C'est d'abord une exigence permanente qui vaut pour chacun d'entre nous. Être français, appartenir à la communauté nationale, ce n'est pas seulement partager une langue, même si c'est beaucoup, ou un territoire. C'est avoir une histoire et un destin commun. C'est partager un même amour de la patrie. C'est un serment sans cesse renouvelé au pacte républicain, aux valeurs qui le fondent, liberté, égalité, fraternité, qui doivent bien sûr s'incarner dans les faits et dans les politiques publiques. Notre conception de la nation ne peut pas être à géométrie variable. Elle s'applique de la même manière que l'on soit mononational ou plurinational, né français ou naturalisé. Et c'est cela le sens de l'article 2.
Un sens que j'assume, bien sûr, que le gouvernement assume, en étant pleinement conscient de la gravité. Il ne peut y avoir aucune légèreté dans ce domaine-là, attaché à toute privation de nationalité, car écarter de la communauté nationale un individu sans autre nationalité, c'est prendre le risque de l'apatridie. Je veux aborder ce sujet très directement, sans détour et avec franchise. Le gouvernement a d'abord voulu exclure ce risque en limitant la déchéance de nationalité aux seuls binationaux. C'était d'ailleurs le sens de l'intervention du président de la République le 16 novembre, comme le proposent à nouveau, par amendement, certains d'entre vous. Mais, vous le savez, il y a eu un débat. Des voix se sont faites entendre sur divers bancs de l'Assemblée nationale et bien au-delà, dans le débat public. Certains ont dit que ce débat a duré depuis trop longtemps, mais d'abord c'est l'agenda de toute réforme constitutionnelle. Et puis ce sont des débats graves. Comment la France ne pourrait pas aborder ces questions, franchement, lucidement, alors que les Français, au mois de janvier 2015, se sont plus que jamais emparés de ces valeurs de la République et qu'au lendemain des attentats du 13 novembre, ils se sont de nouveau emparés pleinement de ce qu'est la nation. Des voix se sont élevées pour contester la distinction faite entre les Français commettant des actes terroristes, selon qu'ils aient ou non une seconde nationalité. Face à la violence de l'attaque, face à la barbarie des attentats qui ont frappé notre pays, tous considèrent, à raison, que le risque d'apatridie ne peut en aucune manière affranchir de cette sanction ceux qui, avec les armes, ont déchiré, ont rompu le pacte républicain. Et c'est d'ailleurs ce que le Sénat avait considéré comme sage en 1998, à un moment où la menace terroriste n'était pourtant pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi, après ces débats, le gouvernement a proposé non plus d'exclure, mais de limiter ce risque d'apatridie. Le limiter d'abord par les conditions posées par l'article 2 pour prononcer la déchéance de nationalité. Condamnation pénale préalable, ce que n'exige pas la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, convention que nous souhaitons ratifier. Limitation aux crimes et délits constitutifs d'atteinte à la vie de la nation. Crimes et délits, c'était dans le texte initial proposé par le gouvernement. Ça n'était pas la version du Conseil d'État. L'Assemblée nationale a modifié. C'était une proposition notamment de l'opposition. Ajout de la possibilité pour le juge de prononcer la déchéance des droits attachés à la nationalité, afin de proportionner la réponse de l'État à la dangerosité des individus concernés. Limiter le risque d'apatridie, ensuite, dans l'avant-projet de loi rendu public. Je l'ai indiqué à votre commission des lois la semaine dernière. Ce texte d'application opère deux choix très importants. Il définit d'abord ce qui constitue une atteinte à la vie de la nation. Ce sont les crimes et délits constitutifs d'actes terroristes ou attentatoires aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au livre 4 du Code pénal. Pour les délits, je veux le rappeler, seuls les plus graves ont été retenus, ceux qui encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. C'est cohérent d'ailleurs, et il faut de la cohérence dans ce domaine-là, avec les 6 déchéances prononcées depuis 2014, engagées par mes propres soins quand j'étais ministre de l'Intérieur ou par Bernard Cazeneuve, toutes pour des délits d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Déchéance de la nationalité qui concernait à ce moment-là des binationaux et qui n'avaient pas soulevé de contestation ou de remarques particulières. Le texte d'application modifie ensuite le régime de la déchéance pour en faire une peine complémentaire. Nous proposons ainsi que la compétence pour prononcer une sanction, qui revient aujourd'hui à l'autorité administrative après toujours avis conforme du Conseil d'État, revienne à l'autorité judiciaire. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le gouvernement a bien noté l'amendement déposé par les présidents Bas et Mercier, qui propose au contraire de figer l'état du droit actuel jusque dans la Constitution. Je respecte le bicaméralisme. Je respecte profondément le Sénat. Et je connais son indépendance.
Il est libre, faut-il le rappeler. Et encore davantage dans une révision constitutionnelle qui nécessite un vote conforme des deux chambres et ensuite une majorité des 3/5 au Congrès, de proposer, d'amender, d'enrichir tout texte. Il n'y a pas de texte à prendre ou à laisser. Mais nous sommes dans un débat. Nous sommes au début de ce débat, ici, au Sénat. Et je veux poser directement cette question, et vous poser cette question. Quelles sont les intentions de la majorité sénatoriale? Quel message est ici envoyé aux Français? Souhaitez-vous vraiment remettre en cause une décision qui a su rassembler à l'Assemblée nationale les deux grandes familles politiques? Dans quel but? Ces questions-là, je vous les pose et je ne doute pas un seul instant que vous y répondrez. Et je le dis ici très tranquillement, très sereinement, mais c'est une lourde responsabilité. Il ne sert à rien, Monsieur le Président Bas, Monsieur le ministre Mercier, Mesdames et Messieurs, parce que j'ai entendu la remarque. Il ne sert à rien, je vous le dis, et évitons les sophismes, d'abriter cette posture derrière les propos du Président de la République devant le Congrès. Ces propos, tous ici, nous les avons entendus. Et tous ici, nous savons aussi que le chef de l'État a confié au Parlement, c'est son rôle de constituant, et c'est l'honneur et la responsabilité de la démocratie. C'est son rôle, c'est sa tâche d'élaborer un consensus. Sinon, il ne peut pas y avoir de révision. Ce consensus, nous l'avons construit à l'Assemblée nationale. Gouvernement, majorité, mais aussi une très large part de l'opposition. Ce n'est pas un compromis entre députés de gauche à l'intérieur du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, comme j'ai pu l'entendre ce matin sur une radio. Ce texte qui vous est soumis aujourd'hui, ce n'est plus celui du gouvernement, ce n'est pas celui du groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Ce texte est le fruit d'un consensus responsable, méticuleux, exigeant. Et c'est le résultat, et vous le savez, en tout cas pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, d'un pas que chaque camp a su faire vers l'autre. Et vous le savez, ce consensus a été difficile, parfois douloureux, dans ma propre famille politique, mais aussi dans les autres groupes et ceux de l'opposition. Je m'y suis personnellement profondément engagé, parce que je pense qu'il est important de construire ce type de consensus. Et plus de 3/5 des députés l'ont adopté, de la majorité comme de l'opposition, avec bien sûr des différences, des divisions au sein de chaque famille. Mais il y a eu les 3/5. Tous ont su se dépasser. Alors, je regrette profondément, à ce stade bien sûr, que cette construction collective ne puisse pas être confortée au Sénat. À l'Assemblée nationale, nous avons cherché et construit un accord. Au Sénat, en tout cas à ce stade, vous ne l'avez pas recherché. Avec personne, et je m'en étonne, vous refusez ainsi, à ce stade bien sûr, sur la base de ce qui a été adopté à l'Assemblée, un accord avec cette dernière. Et vous le savez parfaitement, car il faut se parler aussi directement, votre proposition ne sera jamais adoptée par une majorité de députés. Je serai donc très direct. L'amendement adopté par votre commission des lois prend le contre-pied du consensus. Et je ne vois pas là de respect de la parole du Président de la République. Face à cette position, je vous remercie d'être les meilleurs porte-parole du Président de la République, mais laissez-moi en sourire un tout petit peu. Et je vous vois, Monsieur Karoutchi, vouloir être le porte-parole du Président de la République. Je croyais que, ici, vous portiez la parole d'un ancien Président de la République. Face à cette position, je veux exposer les raisons, je le dis en souriant, qui ont justifié le choix du gouvernement en accord avec 3/5 des députés. Car
Je veux convaincre de participer à la construction de ce consensus. La première raison, ça c'est bien parti, je le reconnais, je viens de le rappeler. La première raison, c'est le souci d'efficacité. Cette peine de déchéance sera prononcée immédiatement au moment même de la condamnation par des juges spécialisés dans la lutte antiterroriste et notamment par la Cour d'assises spéciale. Deuxième raison, le respect de l'exigence d'individualisation de la peine. Et je l'ai dit, la déchéance de nationalité est une peine lourde de conséquences qui nécessite un examen au cas par cas. C'est l'essence même de la justice pénale d'individualiser la sanction. Et donc, bien sûr, la déchéance, comme dans le droit actuel, sera dépourvue d'automaticité. Enfin, troisième raison, la volonté de construire au sein d'un régime unifié une sanction globale prononcée en même temps que la peine principale par les mêmes juges et non plus tard par une autorité administrative différente disposant de tous les éléments de fait et de droit. Ainsi, lorsque le juge écartera la déchéance de la nationalité parce qu'il considérera cette sanction disproportionnée, il disposera encore de la déchéance des droits attachés à la nationalité pour compléter la peine principale d'emprisonnement avec toute la fermeté nécessaire. Certes, ces privations de droits existent déjà dans le code pénal, mais pour certaines avec des durées limitées. Nous proposons ainsi d'ajouter aux peines complémentaires une nouvelle peine, la déchéance de nationalité, et de leur conférer à toutes un caractère définitif. Le Conseil constitutionnel l'autorise, compte tenu de la gravité des infractions visées, sous réserve bien entendu d'ouvrir une possibilité de relèvement, ce que nous proposons au terme d'un délai de 10 ans à compter de la condamnation. Mesdames, Messieurs les sénateurs, la solution proposée par le Gouvernement est respectueuse de l'État de droit, puisqu'elle place au centre du dispositif l'autorité judiciaire, qui seule pourra prononcer la sanction de déchéance au terme d'un procès équitable, respectueux des droits de la défense et garant de l'individualisation de la sanction. Cette solution est également respectueuse de la tradition républicaine qui a fait de la déchéance une peine prononcée par le juge pénal, notamment en 1927, sous le gouvernement d'union nationale de Raymond Poincaré. Cette solution est respectueuse, enfin, des droits fondamentaux de la personne. L'apatride, ce n'est pas, comme je l'ai entendu, une mort civile, une éternelle errance. Il faut ici rappeler que la France, en ratifiant le 8 mars 1960 la Convention de New York du 28 septembre 1954, a reconnu un statut protecteur aux apatrides. C'est au nom donc d'une certaine idée de la nation que le Gouvernement a abouti à la rédaction de l'article 2. Je ne peux donc imaginer que la majorité sénatoriale ne soit pas au rendez-vous. Et ne nous trompons pas de combat, et prenons garde à ne pas construire des oppositions inutiles, voire factices. En particulier, il ne faut pas construire d'opposition inutile sur la question du rôle de l'autorité judiciaire. Je sais que sur tous les bancs s'exprime le souci de préserver l'État de droit et de ne pas céder sur le terrain de la protection des libertés et des droits fondamentaux, et c'est d'ailleurs la tradition du Sénat. Mais alors, comment expliquer le choix d'une déchéance de nationalité prononcée seulement contre certains terroristes par l'autorité administrative, le ministre de l'Intérieur, et seulement pour des crimes, non plus pour les délits terroristes graves? Comment expliquer que nous préférons cela à une déchéance de nationalité prononcée par un juge pénal avec possibilité de relèvement, je le disais, avec toutes les garanties du droit, en toute transparence, y compris pour les délits d'association de malfaiteurs à visée terroriste qui abritent les organisateurs des actes terroristes? Aujourd'hui, devant vous, je réitère la proposition faite mardi dernier à votre commission des lois. Inscrire dans la Constitution la compétence de l'autorité judiciaire pour prononcer la déchéance de nationalité. Et réfléchissons bien ensemble. Fermer cette porte, c'est renoncer, au fond peut-être, au seul compromis possible entre l'exigence d'égalité et le refus de l'apatridie, l'exigence de sécurité et de liberté, l'exigence d'efficacité et de respect des droits. Le Gouvernement est prêt à cette réaffirmation du rôle de l'autorité judiciaire. Nous y sommes prêts parce que c'est ainsi que doit répondre une nation sûre de ses valeurs à ceux déterminés jusqu'à la mort à répandre la terreur.
Mesdames, Messieurs les sénateurs, cette révision constitutionnelle, c'est une des réponses que notre nation a voulu apporter aux attaques qui lui ont été portées. Et je comprends bien sûr qu'il puisse y avoir des débats. Et sur un sujet aussi important qui touche à notre texte suprême, ils sont légitimes et ils honorent même la démocratie. Mais, dans un tel moment, face à la menace qui pèse sur notre pays, face au ferment de la division que certains veulent distiller, il ne faut pas perdre l'essentiel de vue, l'unité des Français. Les Français attendent de nous que nous sachions rester rassemblés, que nous parvenions ensemble à trouver un chemin commun. Et ce dont les Français ne veulent plus, ce sont les postures qui ne font que diviser. Après l'Assemblée nationale, c'est à vous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'envoyer ce message qui dit quelles sont nos valeurs, quel est notre état de droit, quelle est notre conception de la nation. Le gouvernement est disponible et toujours disponible pour trouver le consensus nécessaire, loyalement et franchement, sans jouer et sans nous perdre. À vous donc, à votre tour, de rappeler ce qui fait notre force. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant au président Philippe Bas, rapporteur de la Commission des lois. Bonjour, mon président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Présidente, chers collègues, au moment de vous présenter les quelques réflexions que m'inspire ce projet de révision constitutionnelle, je ne peux oublier l'ambition qui lui est assignée par le Président de la République, qui en a pris l'initiative devant nous le 16 novembre dernier. Il s'agit de manifester dans notre loi fondamentale le pacte qui unit les Français dans la lutte contre le terrorisme après les 2 vagues d'attentats criminels qui ont endeuillé la France en janvier et en novembre 2015. Cette unité est nécessaire. Elle marque la détermination de la représentation nationale et au-delà, la détermination du peuple français lui-même à vaincre ce mal absolu. En proclamant l'état d'urgence, le gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre, a pris la bonne décision. Et le Sénat, de son côté, a pris ses responsabilités pour renforcer les pouvoirs du ministre de l'Intérieur et des préfets et en prorogeant à 2 reprises l'état d'urgence. Notre Assemblée a d'ailleurs constamment été au rendez-vous de la lutte contre le terrorisme. Nous avons soutenu et renforcé la loi du 21 décembre 2012 contre le terrorisme. De nouveau, nous avons soutenu et renforcé la loi du 13 novembre 2014, avant même les 2 vagues d'attentats que j'ai rappelées de la lutte contre le terrorisme. Le 24 juillet 2015, la loi sur le renseignement a été promulguée. J'en ai été le rapporteur. Nous pouvons tous témoigner de la mobilisation du Sénat pour donner de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme et de défense, d'ailleurs, des intérêts fondamentaux de la nation. Et de nouveau, le 20 novembre dernier, le 19 février de cette année, quand il s'est agi d'apporter notre soutien à l'état d'urgence, le Sénat n'a pas marchandé son appui. C'est dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir en ce qui concerne l'unité de la représentation nationale pour la lutte contre le terrorisme. Le Sénat veut l'efficacité. Le Sénat veille aussi à ce que cette efficacité la plus grande possible soit acquise dans le respect de l'état de droit
en renforçant les garanties inscrites dans nos textes. Pour chacun des textes que j'ai cités, cela a été le cas. C'est la marque de fabrique de notre Assemblée que de vouloir préserver les libertés et l'État de droit tout en renforçant les moyens de la lutte contre le terrorisme. Devant la gravité de la situation à laquelle la France est confrontée, depuis les attentats de janvier puis de novembre 2015, l'état d'urgence a été déclaré, le président de la République a réuni la représentation nationale à Versailles et il a annoncé la révision constitutionnelle dont nous débattons aujourd'hui pour permettre, je le cite, au pouvoir public d'agir contre le terrorisme de guerre en conformité avec les principes de l'état de droit. Jugeant l'article 16 et l'état de siège inadaptés à la situation, il a considéré, et je le cite de nouveau, que cette guerre d'un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise, et il ajoutait qu'il fallait disposer d'un outil approprié afin que des mesures exceptionnelles puissent être prises pour une certaine durée sans recourir à l'état d'urgence ni compromettre l'exercice des libertés publiques. Le 16 novembre dernier, le président de la République a également fait part à la représentation nationale réunie à Versailles de sa décision de proposer au Parlement l'extension de la peine de déchéance de nationalité pour acte de terrorisme aux Français de naissance possédant une autre nationalité, ce sont ces termes mêmes. Et il a décidé, postérieurement à son discours, d'intégrer cette réforme à la révision constitutionnelle. Le 23 décembre dernier, c'est donc un texte qui reflétait fidèlement les intentions du président de la République qui a été adopté par le Conseil des ministres avant d'être délibéré par l'Assemblée nationale. La question s'est posée pour nous tous de savoir si cette inscription à la fois de l'extension de la déchéance de nationalité et par ailleurs de l'état d'urgence dans la Constitution correspondait à une nécessité juridique impérieuse. Je vous avais d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, proposé, comme vous en avez le pouvoir, de saisir le Conseil constitutionnel de la première loi prorogeant l'état d'urgence, ce que vous n'avez pas souhaité faire à l'époque. Cela nous aurait pourtant permis d'en avoir le cœur net beaucoup plus tôt. Heureusement, grâce à la procédure des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à 3 reprises, comme il l'avait déjà fait en 1985 d'ailleurs, mais de manière à l'époque plus limitée, et il a apporté toutes les garanties nécessaires sur le fait que, naturellement, comme on pouvait le penser, le régime de l'état d'urgence est constitutionnel. Il n'y a donc pas de nécessité juridique impérieuse d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Pourquoi le ferions-nous alors? Nous le ferions parce que justement, Monsieur le Premier ministre, nous sommes sensibles à cette exigence d'inscrire dans la Constitution, qui est le pacte fondamental qui unit tous les Français, les moyens de la lutte contre le terrorisme. Mais si nous le faisons, nous ne voulons le faire qu'à la condition qu'un certain nombre de garanties soient apportées par le pouvoir constituant sur la mise en œuvre de l'état d'urgence afin qu'il ne puisse pas en être fait de mauvais usage. Ce n'est pas le cas actuellement, je m'empresse de le dire, mais à partir du moment où nous mobilisons la Constitution pour consolider le régime de l'état d'urgence, alors il faut veiller tout particulièrement aux garanties dont l'état d'urgence est assorti. Puisque cette révision constitutionnelle n'est pas absolument nécessaire, autant faire en sorte qu'à tout le moins, elle soit réellement utile.
Et c'est tout le sens du travail de la commission des lois. S'agissant de la déchéance de la nationalité, la question est plus délicate. Nous sommes, je le dis, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président de la République s'agissant de la nécessité d'étendre la possibilité de la déchéance de nationalité pour des criminels terroristes aux Français de naissance ayant une autre nationalité. Car actuellement, seuls les Français qui ont acquis cette nationalité pendant leur vie sont exposés à la déchéance de nationalité. Il s'agit donc d'unifier le régime de la déchéance de nationalité. Le président de la République a souhaité apporter une limite à cette extension de la déchéance en considérant qu'il ne fallait pas créer d'apatrides. L'Assemblée nationale, et c'est son droit, n'a pas souhaité suivre la proposition du gouvernement, celle du président de la République sur ce point, et a adopté d'autres dispositions. Je dois dire qu'en matière de déchéance de nationalité, pas plus que pour l'état d'urgence, il ne me semble pas que l'inscription dans la Constitution de cette déchéance de nationalité s'imposait avec la force de l'évidence. Mais je suis sensible à l'examen qu'a fait de cette question le Conseil d'État et je considère qu'on peut par conséquent estimer qu'il vaut mieux prendre cette garantie à titre de précaution plutôt que de se trouver dans la situation où il n'y aurait pas d'extension de la déchéance de nationalité du tout. Et c'est la raison pour laquelle la commission des lois a accepté de rentrer dans le raisonnement que nous propose le président de la République et à sa suite le gouvernement en adoptant une disposition permettant l'extension de la déchéance de nationalité. Mais nous n'avons pas souhaité, Monsieur le Premier ministre, à la commission des lois, permettre la création d'apatrides. Il y a une première raison à cela, c'est que ce serait parfaitement inefficace du point de vue de la lutte contre le terrorisme, parce qu'on imagine souvent que, grâce à la déchéance de nationalité, on va pouvoir expulser un étranger qui s'est rendu coupable de crimes graves. Oui, on doit pouvoir le faire s'il a une autre nationalité, mais s'il est apatride, eh bien s'il est apatride, il faut le garder sur le territoire national, car la France a des engagements internationaux qui sont très clairs et qui empêchent d'expulser des apatrides. Elle doit appliquer une protection qui est celle liée au régime de l'apatridie. J'ajoute, Monsieur le Premier ministre, que le débat a été, de mon point de vue, rendu plus opaque par les déclarations du gouvernement. Car vous ne pouvez pas à la fois renoncer à ce qui était au cœur de l'initiative du président de la République, à savoir empêcher l'apatridie dans la disposition constitutionnelle, et nous dire que cette garantie, vous allez la poser dans un texte subordonné, que ce soit à l'occasion de l'adoption d'une loi ou à l'occasion de l'adoption d'une loi autorisant la ratification d'un traité. Car s'il s'agit d'une garantie fondamentale, ça n'est pas dans le texte subordonné qu'elle doit figurer, c'est dans le texte constitutionnel. Et après tout, c'est vous qui nous invitez à réviser la Constitution. Eh bien, soyons cohérents. Si nous révisons la Constitution, ce n'est pas pour mettre les garanties essentielles dans des textes de loi ordinaires ou dans des lois autorisant la ratification d'une convention. J'ajoute que le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale sur cette seule question comporte une latitude pour le législateur de demain qui ne lasse pas d'inquiéter les défenseurs des libertés publiques. Car au lieu de circonscrire strictement la possibilité qu'aurait le législateur du futur d'autoriser des déchéances de nationalité, il l'étend, comme on n'aurait pas pu imaginer de l'étendre s'il n'y avait pas cette révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, ça doit nous protéger pour l'avenir. Protéger
les générations futures. Et ce n'est donc pas par des textes qui étendent à l'excès la possibilité pour le législateur de porter atteinte à des principes fondamentaux que nous devons réviser la Constitution. Je refuse que cette révision constitutionnelle soit la porte ouverte demain à des excès. Nous avons, à la commission des lois, adopté un certain nombre d'amendements dans la fidélité à ce qui fait la vocation même de notre Assemblée en ce qui concerne la défense des libertés. S'agissant de l'état d'urgence, nous avons voulu dire que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, comme l'exige déjà le Conseil constitutionnel, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Nous avons voulu définir avec précision les pouvoirs du Parlement. Il ne suffit pas de dire qu'il se réunit de plein droit, encore faut-il préciser ce qu'il a le droit de faire quand il se réunit de plein droit, et notamment qu'il a le droit de mettre fin à tout moment à l'état d'urgence. Et la commission des lois, dans son unanimité, tient beaucoup à cet aspect de la question. Et enfin, puisque le débat a lieu, puisque nous avons de nombreuses occasions, dans tous les textes que nous avons débattus sur la lutte contre le terrorisme, de rentrer dans ce débat, j'ai souhaité, et la commission des lois m'a suivi, qu'il soit fait référence à l'article 66 de la Constitution dans la mise en œuvre des pouvoirs de l'état d'urgence. Ce n'est pas parce que nous faisons un régime de pouvoirs exceptionnel qu'il faut déroger aussi à l'article 66 de la Constitution. S'agissant de la déchéance, nous respectons le régime actuel de la déchéance. C'est un décret en Conseil d'État. Qui vous a fait reproche, Monsieur le Premier ministre, d'avoir signé des décrets accordant la déchéance sur avis conforme du Conseil d'État? Qui vous a dit que le Conseil d'État n'avait pas convenablement rempli son rôle pour vérifier que les conditions étaient réunies? Et pourquoi changer ce système? L'acquisition de la nationalité française, c'est une décision de souveraineté. Le retrait ou la déchéance de la nationalité française, c'est aussi une décision de souveraineté. Il est exact que nous n'avons pas inscrit les délits parmi les causes possibles de la déchéance de nationalité. Mais je vais vous donner l'explication, Monsieur le Premier ministre. Elle est très simple. Dans la proposition de loi que nous avons débattue, nous avons décidé que les délits les plus graves en matière de terrorisme devaient être désormais qualifiés de crimes et être assortis de peines de prison beaucoup plus lourdes. Mais en revanche, nous ne voulons pas que pour des délits qui seraient punissables de peine d'1 an de prison, le législateur du futur s'arroge le droit de déchoir de sa nationalité un délinquant. Il nous paraît tout à fait essentiel que la déchéance de nationalité soit réservée à la sanction d'infractions extrêmement graves. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été extrêmement intransigeants sur ce point. Enfin, je dois vous dire qu'il me paraît indispensable que la condamnation qui peut donner lieu ensuite à déchéance de nationalité soit une condamnation définitive. Tant qu'on n'a pas épuisé les voies de recours, il ne doit pas être question de prononcer la déchéance de nationalité. Monsieur le Premier ministre, le Sénat se prononcera en toute indépendance. Vous l'avez vous-même souligné, mais nous n'avons pas besoin de votre autorisation pour cela. En fonction de ses propres convictions, comme semble-t-il l'Assemblée nationale l'a fait elle aussi. C'est la condition d'un dialogue équilibré entre nos deux assemblées et respectueux de chacune d'elles. Et ça n'est pas en renonçant à nos convictions que nous ferons aboutir cette révision constitutionnelle, mais au contraire, en posant clairement les principes qui inspirent notre vote et nos amendements. Je sais aussi que le compromis qui est intervenu à l'Assemblée nationale est avant tout un compromis entre le gouvernement et le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, car j'ai bien entendu beaucoup de députés à l'Assemblée nationale exprimer leur
attentes très fortes à l'égard du Sénat, ceux-là n'ont accepté de se prononcer sur la révision constitutionnelle que parce que nous avions pris l'engagement de réécrire le texte. Ils ont vis-à-vis de nous une très forte attente. Nous ne souhaitons pas, naturellement, la décevoir. Et, Monsieur le Premier ministre, vous avez utilisé un terme, excusez-moi, je vous demande de le retirer. Il n'y a pas eu de consensus à l'Assemblée nationale. J'ai bien entendu les divisions qui ont opposé le gouvernement au groupe majoritaire, puis les divisions des membres de ce groupe majoritaire. Il y a eu un compromis. Consensus et compromis, ce n'est pas la même chose. Et si même il y avait eu consensus à l'Assemblée nationale, je vous rappelle les règles de la révision constitutionnelle. Ces règles sont sages. Il faut que tous les pouvoirs publics constitutionnels en soient d'accord. Le président de la République qui prend l'initiative, le gouvernement qui le lui propose et qui défend le texte, l'Assemblée nationale qui l'adopte, le Sénat qui, à son tour, ou avant l'Assemblée nationale, selon qu'il est saisi en premier ou en second, adopte le texte. Et il y a donc là 4 institutions qui doivent se mettre d'accord. Elles sont à égalité de droit. Ensuite, le président de la République doit proposer le texte, s'il est adopté en termes identiques, à référendum. C'est la règle de droit commun. Il peut y échapper s'il ne souhaite pas faire souscrire le pays directement à la révision constitutionnelle en convoquant le Congrès. C'est une formule subsidiaire et dérogatoire. Il lui appartient de choisir naturellement en fonction de la préférence qu'il manifestera. Voilà, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ça n'est pas un pas que chaque camp, comme vous l'avez dit tout à l'heure, doit faire vis-à-vis de l'autre. C'est un pas que chaque assemblée doit faire vis-à-vis de l'autre et que chacun des 4 pouvoirs publics constitutionnels doit faire vis-à-vis de l'autre. Nous assumerons, en ce qui nous concerne, pleinement nos responsabilités, comme nous l'avons toujours fait, pour lutter contre le terrorisme avec plus d'efficacité et dans le respect de l'État de droit. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois. Il est grand temps de mettre un terme à ce sinistre débat sur la révision constitutionnelle qui n'a cessé depuis 4 mois d'abîmer la France et l'unité des Français. 4 mois perdus à tenter de justifier un projet de révision constitutionnelle dont l'efficacité face aux menaces terroristes n'a cessé d'être contestée par les voix les plus illustres et les plus diverses, et dont la dangerosité pour nos libertés fondamentales a été amplement démontrée. Moi, je ne fais pas une loi, nous ne proposons pas une loi, une révision constitutionnelle et des moyens pour tel ou tel, en fonction de sa religion. Je le fais pour protéger tous les Français, parce que ceux qui ont été attaqués, ceux qui ont été tués le 13 novembre à Paris, ils étaient de toutes les confessions, de toutes les religions, de toutes les générations, de toutes les couleurs. Alors, Monsieur Pierre Laurent, je suis aussi républicain que vous, aussi attaché à la République, aussi attaché à la démocratie, aussi attaché aux droits fondamentaux de mon pays, aussi attaché que vous et autant que vous de gauche. Donc je n'accepterai aucune leçon dans ce domaine-là, aucune leçon, parce que c'est trop facile, Monsieur Pierre Laurent, de monter à la tribune du Sénat, de délivrer des leçons sur la sécurité des Français et de ne voter aucune loi pour protéger nos compatriotes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous l'avez tous dit avant moi, il y a 4 mois, jour pour jour, le 16 novembre, nous étions réunis en congrès à Versailles. Et le débat que nous abordons aujourd'hui est fondamental. Fondamental dans la lignée de ce qui s'est passé le 13 novembre et fondamental dans la lignée de ce qui s'est passé le 16 novembre au Congrès. Je pense qu'il faut, comme l'a fait tout à l'heure le Premier ministre et d'autres intervenants, se replonger à la source de ce qui nous amène à cette révision constitutionnelle. Dans les heures qui viennent, nous devrons, dans tout ce débat, nous souvenir de l'esprit de Versailles. Oui, il existe un esprit de Versailles, celui de la France debout,
celui de tous les parlementaires luttant unanimes contre le terrorisme. Alors permettez-moi de rappeler quelques faits, le contexte dans lequel s'est tenu ce congrès. Oui, vous le saviez, nous le savons tous, le 13 novembre, 14-15, le pays était traumatisé. Ces attentats ont été terribles, une nuit d'effroi, on ne savait pas combien il y aurait de morts, l'attente du bilan était incertain, et surtout, nos valeurs avaient été mises à mal. Les terroristes avaient attaqué notre cadre de vie. Nous ne savions pas si cela allait reprendre, continuer, s'arrêter, et combien il y aurait de victimes. Les témoignages que nous avons eus, directement pour les membres du gouvernement ou nous, par les médias, nous ont montré combien l'horreur avait frappé notre sol. C'était un week-end de grande inquiétude. Ce drame était d'une violence inimaginable. D'ailleurs, ce drame nous a touchés, nous a tous glacés. Et durant ces jours, l'exécutif a été omniprésent. Le chef de l'État s'est rendu sur place et a montré sa grande capacité à affronter les événements. Le Premier ministre, les membres du gouvernement ont géré cette situation avec maestria. Rappelons-nous l'incroyable gravité de nos conversations lorsque le président du Sénat nous appelait pour nous tenir au courant, les présidents de groupe, de ce qui se passait, de voir l'effroi du peuple, les mesures qui ont été prises, la convocation des parlementaires à l'Élysée le dimanche, l'annulation du congrès annuel des maires de France. Oui, le pays a été touché en son cœur et nous sommes passés près, me semble-t-il, d'une rupture de notre pacte républicain. Nous avions été quelques-uns à le pointer il y a 4 mois au congrès de Versailles. Il était important de ne pas laisser germer dans notre société, chez certains de nos concitoyens, le moindre discours de haine, oui, de haine contre telle ou telle catégorie de Français en fonction de sa religion, de ses origines, parce qu'ils seraient différents ou qu'ils aient des convictions différentes. Notre pays était au bord de la rupture. Il fallait donc une réaction à la hauteur de ce traumatisme, et l'exécutif a eu cette réaction. À Versailles, moins de 3 jours après les attaques, le chef de l'État a apporté aux Français des réponses qui, à mon sens, ont pu faire oublier cette rupture. Le président de la République a joué un rôle d'unificateur de la nation, et au congrès de Versailles, nous avons tous applaudi son discours debout. Nous l'avons tous fait parce que c'était une réponse aux actes de guerre, un programme de renforcement de notre protection, une célébration patriotique utile et nécessaire. Ce discours a été salué debout par tous les parlementaires, non pas parce que telle ou telle phrase y était ou n'y était pas. Ce n'était pas l'analyse du texte que nous applaudissions, mais c'était bien parce que le discours entier du chef de l'État répondait à ce qui se posait comme un risque pour la nation. Et je crois que le congrès de Versailles, à ce moment-là, a été utile à notre pays, utile pour faire face, utile pour garder une unité au moment où le terrorisme nous ébranlait. Et oui, suite à ce congrès de Versailles, cette révision constitutionnelle est utile. Il est important de montrer à nos concitoyens l'unité des parlementaires aux côtés de l'unité des Français. Versailles était une étape nécessaire et cette traduction en actes était incontournable. Tout d'abord, nous avons prolongé l'état d'urgence et puis à nouveau prolongé ici même et encore récemment avec une très large majorité. Dans le même temps, l'Assemblée nationale a fait de même et notamment a voté récemment le projet de loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme et son financement. Nous le voyons, nous sommes capables, en tant que représentation nationale, de faire preuve d'unité quand l'essentiel est en jeu. Et cette révision constitutionnelle s'inscrit dans cette trajectoire. Elle est porteuse d'une solidité pour l'état d'urgence. Sa constitutionnalisation, c'est inscrire une garantie quant à l'utilisation de ce régime d'exception. Les guerres ont changé de forme, les réponses de notre République doivent changer aussi, et c'est le sens de cet article 1. J'en viens maintenant, pour conclure, à l'article 2, celui qui a fait débat, qui fait le plus débat, à droite comme à gauche. Le groupe socialiste et républicain n'est d'ailleurs pas unanime sur ce texte. Certains collègues se posent des cas de conscience, c'est leur libre choix et leur liberté. Un amendement soutenu par une trentaine de nos collègues sera mis en débat pour supprimer cet article 2. Mais dans tous les groupes politiques,
à l'Assemblée comme au Sénat, les positions n'ont pas été unanimes. Parce que sur des sujets comme ceux-ci, il faut essayer de se rassembler. Et je le dis ici, je suis favorable à ce que des terroristes condamnés soient sanctionnés par une déchéance de nationalité. Nous sommes nombreux à soutenir la volonté du président de la République. Nous pouvons acquérir une nationalité, mais nous pouvons aussi la perdre lorsqu'on se retourne contre la nation. Cette réforme constitutionnelle, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit non partisane, 3/5 de socialistes, 3/5 de républicains, 3/5 de l'Assemblée nationale, 3/5 du Sénat. Et nous pourrions arriver à cela aujourd'hui, mais l'amendement du président de la Commission des lois, tel qu'il est présenté aujourd'hui, nous semble poser un problème quant à ce rassemblement et quant à l'obtention des 3/5. Vous savez très bien que rétablir explicitement la mention de binationaux, de plurinationaux dans l'article 2 revient à un texte qui diviserait et empêcherait cette réforme. L'Assemblée nationale ne l'accepterait pas et nous ne l'accepterons pas. Alors évidemment, j'ai entendu ce que disait le président Bas tout à l'heure, le Sénat n'a pas à faire un copier-coller de l'Assemblée nationale. Comme disait M. Mercier, le Sénat n'a pas à s'aligner devant l'Assemblée nationale. Mais évidemment, l'inverse non plus. L'Assemblée nationale n'a pas à s'aligner devant le Sénat et n'a pas à faire un copier-coller de ce qui se passerait au Sénat. Et c'est la raison pour laquelle, pour arriver, si nous sommes tous honnêtes intellectuellement, ce que je pense, et si nous voulons arriver à une réforme constitutionnelle, alors effectivement, il faudra que l'article 2 du Sénat, tel qu'il est rédigé par le président Bas, s'il doit être voté, soit changé. Sans cela, vous le savez très bien, on ne va pas se raconter d'histoire. Vous le savez très bien, si c'est le cas, il n'y aura pas de majorité des 3/5, il n'y aura pas d'accord transpartisan, donc il n'y aura pas de congrès. Et on peut appeler un chat un chat. Alors il y a ceux peut-être qui veulent, pour diverses raisons, qu'il n'y ait pas de congrès, d'autres qui souhaitent l'avoir, mais en tout cas, la réalité, vous le savez très bien, elle est celle-là. Alors c'est la raison pour laquelle, moi je voudrais lancer un appel solennel au nom de mon groupe au président du Sénat. J'ai entendu toutes les déclarations du président du Sénat. Je pense, Monsieur le Président, si vous le jugez utile, que vous devriez assez vite convoquer les présidents de groupe et les groupes de ceux qui sont favorables à ce qu'il y ait une réforme constitutionnelle, à ceux qui sont favorables que nous avancions, pour préparer une réunion avec l'Assemblée nationale. Parce que vous le savez très bien que ce genre de débat doit se passer, nous sommes des constituants, doit se passer dans l'hémicycle. Mais vous savez très bien que pour y arriver, ce n'est pas en faisant un texte ici, un texte ailleurs et en revenant que ça marchera. Je fais partie de ceux qui pensent que le Parlement réuni, les parlementaires réunis en constituant ne peuvent pas sauter à la corde au gré des amendements ou des textes qui sont mis ici ou là à l'Assemblée et au Sénat. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je pense que si vous acceptiez cette proposition, nous pourrions peut-être avancer pour trouver non pas un consensus, comme le disait tout à l'heure M. Mercier, en tout cas un compromis. Parce que, et je conclus en 12 secondes, Madame la Présidente, dans les moments que nous avons vécus, dans ce pays fracturé et divisé, avec beaucoup de nos concitoyens qui doutent, l'attitude que doivent avoir les parlementaires réunis pour la réforme constitutionnelle, les parlementaires constituants, c'est d'essayer d'aller au bout de nos convictions, d'aller au bout d'une histoire, d'aller au bout tout simplement de valeurs qui nous sont chères, celles de la République, en nous disant que quand la France est attaquée, quand la patrie est en danger, comme nos grands anciens, nous sommes capables de nous rassembler au nom des valeurs cardinales de notre République. Merci. Merci, Monsieur le Président Guillaume. Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste a maintenant la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente, mes chers collègues, le 13 novembre dernier, la France a été frappée par les attentats les plus meurtriers perpétrés depuis la Seconde Guerre mondiale. 130 personnes y ont perdu la vie.
L'ampleur et la violence de ces événements nous ont rappelé, de la manière la plus douloureuse qui soit, la vulnérabilité de notre démocratie face à la menace terroriste. Réunis en congrès à Versailles le 16 novembre, nous, parlementaires, étions convaincus de l'urgence qu'il y avait d'agir efficacement contre cette menace pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Le président de la République y a prononcé devant nous et à l'adresse du pays un discours grave et fort, mais dont l'esprit et le vocabulaire ont pu surprendre certains. Je le cite, « Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France. » De quelle guerre parlait donc le président? Les criminels qui s'en prenaient à nous étaient donc des soldats. Les soldats de quel État? Devions-nous donc reconnaître à Daesh la dignité d'un État? Dans ce même discours, le président François Hollande préconisait une réforme de la Constitution afin de permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. De cette mise en scène est né le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation qui nous réunit aujourd'hui. Une première question vient à l'esprit. Est-ce bien le rôle d'une constitution d'organiser la lutte contre le terrorisme? Puis, est-il légitime d'y insérer de nouveaux articles qui, à cet égard même, et de l'aveu de tout observateur sensé, ne seront d'aucune portée pratique? Niels Muizhnieks, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, écrit, je le cite, « Les terroristes se nourrissent des peurs. Ils veulent nous faire croire que nous devons choisir entre liberté et sécurité. Or, une démocratie n'a pas à faire ce choix. Un État démocratique doit s'opposer à la barbarie du terrorisme en évitant d'affaiblir l'État de droit et le respect des droits de l'homme. Ne pas réussir à trouver cet équilibre serait une victoire pour les terroristes. » Fin de citation. C'est exactement ce que nous voulons. Au lieu de chercher à comprendre, non pour excuser, mais pour agir efficacement et pallier nos propres faiblesses, nous continuons d'empiler les lois liberticides comme nous l'avons fait après les attaques de janvier 2015, sans pour autant, hélas, empêcher la tragédie du 13 novembre. Simplement parce que ces lois ne sont qu'une parade politique qui ne rassure que l'exécutif et certains politiciens soucieux de ne pas rater leur réélection si par malheur un autre attentat se produisait. Mais beaucoup moins nos concitoyens que l'état de guerre proclamé plonge dans la paralysie et la peur. D'un même mouvement, l'exécutif tente de divertir ainsi le peuple au sens pascalien d'autres problèmes aussi urgents comme le chômage. L'article 1er de notre texte, qui a pour objectif de constitutionnaliser l'état d'urgence, tiendrait d'une part à renforcer les garanties des droits fondamentaux et libertés publiques et d'autre part à adapter ce régime d'exception à la nouvelle menace terroriste. Ces arguments répétés comme un mantra lors des débats à l'Assemblée nationale sont peu convaincants. De quelle garantie s'agit-il? En fait, en gravant dans le marbre de la Constitution la possibilité pour le législateur de fixer les mesures de police administrative que les autorités civiles pourront mettre en œuvre en violation des libertés et droits fondamentaux, c'est au contraire l'arbitraire du pouvoir législatif qui est ainsi constitutionnalisé. Quant à l'idée que constitutionnaliser l'état d'urgence permettrait d'adapter ce régime à la menace terroriste actuelle, elle paraît pour le moins contradictoire. L'état d'urgence est et doit rester une mesure temporaire prise pour répondre à un péril imminent. Or, il me semble que le terrorisme auquel nous faisons face est, pour reprendre l'analyse du politologue Bernard Manin, une menace épisodique, mais par nature permanente.
J'ajouterai que le terrorisme peut être comparé à l'hydre de Lerne de la mythologie antique, ce monstre aux multiples têtes qui repoussait à mesure qu'on les coupait. S'imaginer pouvoir dissuader d'agir par l'accumulation de dispositions législatives des personnes qui n'ont ni foi ni loi relève de la gageure et trahit une paresse de l'esprit. Que nos gouvernants mettent tant d'énergie à modifier en vain notre Constitution témoigne aussi du peu de respect qu'ils ont pour la Constitution elle-même, mais aussi du peu de respect qu'ils ont du législateur, en lui faisant perdre un temps précieux qu'il pourrait employer à d'autres objectifs cruciaux, comme sortir le pays du marasme économique. Si ce projet avait émané de la droite, la gauche l'aurait critiqué avec véhémence. Il me paraît, en outre, d'autant plus vide de sens que nous aurons à débattre bientôt d'un énième projet de loi visant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et à améliorer l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Associé à l'article 2, l'article sur l'état d'urgence contribue à plomber un peu plus un climat social déjà délétère, loin de cette unité nationale, entre guillemets, qu'il est peut-être sage de souhaiter, facile de proclamer, mais beaucoup plus difficile à réaliser. Qui peut croire que l'article 2, qui constitutionnalise la menace d'une déchéance de nationalité, va nous protéger des terroristes qui n'ont que faire de leur nationalité et de leur passeport? Dois-je rappeler le clivage qu'a créé cet article aussi bien à droite qu'à gauche? Et pourquoi a-t-il créé ce clivage? Parce qu'il ne s'agit plus ici d'opinion partisane. L'enjeu est d'une autre nature. Il s'agit d'une atteinte aux valeurs cardinales de notre République. Il me semble que M. le Premier ministre n'est pas gêné outre mesure par l'absence de portée pratique de ces dispositions, pourvu que le symbole y soit. C'est un peu ce que pensaient hier les partisans de la peine de mort. Une fois qu'on était parvenu à leur démontrer son inutilité, il y avait encore le symbole. Et de quel symbole parlons-nous ici? D'un symbole négatif, source de division. Il semble que pour certains de nos gouvernants, l'histoire singulière de notre pays compte pour rien. L'acrobatie rhétorique à laquelle on s'est livré en supprimant la mention de binationaux juste pour obtenir le vote des députés n'y changera rien. Personne n'a été dupe. Cet article ne concerne que les binationaux et pas les uninationaux, sauf à fabriquer des apatrides, ce que les traités signés par la France l'interdisent. Quelle catégorie de citoyens de seconde zone crée-t-on ici? Comment parler encore ici d'unité nationale? Au nom de cette unité, je vous le rappelle, celle-ci souhaitait vraiment le général de Gaulle, à la sortie de la guerre, dans une France meurtrie, préféra pour les collaborateurs actifs l'indignité nationale à la déchéance. Là, il y avait un symbole fort. Ne pourrions-nous pas opter pour la même démarche? Pourquoi ne pas consacrer tous nos efforts à nous mobiliser autour de la prévention et de la réduction des menaces que le terrorisme fait peser sur notre corps social, en y mettant à la fois plus d'intelligence et plus de pragmatisme? Pourquoi modifier notre Constitution dans laquelle doivent se reconnaître des millions de Français en y insérant un article scélérat inspiré de l'extrême droite qui ne s'appliquera au mieux qu'à une poignée d'individus ne méritant certainement pas d'être même mentionnés dans la charte fondatrice de notre République? Avons-nous pensé à l'usage que pourrait en faire cette extrême droite si un jour elle arrivait au pouvoir? Comme le résume très bien l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en constitutionnalisant la déchéance de nationalité, je cite, « ce sont les fondements mêmes du pacte républicain qui se voient remis en cause », alors que
non sans paradoxe, cette remise en cause est l'un des objectifs poursuivis par les auteurs d'actes de terrorisme. Exécutif, législateur, acteurs de la société civile, il nous incombe aujourd'hui de ne pas céder à la facilité ni à un douteux confort intellectuel, et ce, en mémoire des victimes. L'inflation législative n'est rien d'autre. Des lois, oui, mais en nombre raisonnable, et raisonnable elles-mêmes, associées à un grand nombre d'autres outils de compréhension et d'action du terrorisme. Pour ces motifs, le groupe écologiste s'opposera à la constitutionnalisation des deux mesures dont nous débattons. Je vous remercie. Mes chers collègues, les deux articles principaux de ce projet de loi peuvent paraître sans point commun. Pourtant, ils partagent le même ADN. Ils ont en commun cette peur que j'évoquais, la peur du quotidien pour l'une, de la menace annoncée, martelée, la peur de l'autre pour la seconde. Cette révision constitutionnelle est aujourd'hui débattue alors que depuis 1986, plus de 20 lois censées protéger notre pays contre le terrorisme ont été votées. Quelle efficacité? Quelle utilité à terme? L'inefficacité et l'inutilité, ce sont deux reproches qui sont souvent sur les lèvres de nombreux détracteurs de votre projet, Monsieur le Premier ministre, détracteurs présents sur tous les bancs, y compris ceux de votre propre parti. Peut-être, avant de vous précipiter dans un contexte peu propice à la réflexion, aurait-il fallu écouter, consulter, comprendre et sans doute penser dans le silence de ses passions, comme Jean-Jacques Rousseau le recommandait. Le premier point de votre projet de loi, c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Votre justification, celle d'une sécurisation d'un état d'exception, a vite été balayée par la plupart des observateurs et professeurs de droit constitutionnel. Devant la commission de l'Assemblée nationale, vous avez même vendu la mèche, si je peux me permettre. Conférer une base constitutionnelle à l'état d'urgence, c'est consolider les mesures de police administrative définies par la loi de 1955. Le professeur Olivier Beau, auditionné par la commission des lois, l'a affirmé sans ambages, je cite, « La constitutionnalisation n'est pas innocente. Loin d'encadrer les conditions de l'état d'urgence, elle permet d'aller plus loin dans la répression et aggrave les atteintes aux libertés. » Oui, nous sommes en guerre, tout simplement parce qu'on a déclaré la guerre depuis l'étranger à la France. Certains l'oublient trop vite. Certains même ont pu considérer que le terme de guerre était un terme trop fort, trop militaire. Je voudrais leur rappeler cette phrase. Vous ne vous intéressez pas à la guerre, mais la guerre, elle, s'intéresse à vous. C'est une phrase de Trotsky. En d'autres termes, cité par Jean-Yves Le Drian. En d'autres termes, vous pouvez vouloir, pour un temps, vous pouvez vouloir ignorer vos ennemis jusqu'au moment où eux ont décidé de ne pas vous ignorer. Et nous y sommes, évidemment. Oui, nous sommes en guerre. La menace est là, elle est planétaire, elle est sur notre sol, elle est aiguë, elle n'a jamais été aussi aiguë. Vous nous l'avez les uns et les autres suffisamment rappelé. Elle est permanente et elle est durable. Elle est durable et il faut nous armer, évidemment, sur tous les plans, y compris sur le plan juridique. Nous ne devons avoir qu'une seule obsession, la protection des Français, la protection de la France, évidemment, face à cette barbarie, face, cher Michel Mercier, qui citait tout à l'heure Hannah Arendt, ce qu'on aurait pu appeler cette fiction monstrueusement cohérente. C'est ce que nous avons voulu régulièrement faire, Monsieur le Premier ministre, ici, en soutenant tous les textes de la lutte contre le terrorisme. Tous, pas moins d'une demi-douzaine. Tous. Jamais notre majorité ne vous a manqué, dès lors qu'il s'agissait de l'intérêt supérieur du pays. Jamais. Et c'est avec le même esprit de responsabilité que nous avons accueilli, il y a 4 mois, très exactement, jour pour jour, les propositions du Président de la République.
Dans sa déclaration, il y avait la proposition qui nous a surpris à l'époque de révision constitutionnelle avec ses 2 volets, l'état d'urgence et puis la déchéance. Sur le premier volet, évidemment, quelques doutes, mais pas d'hésitation sur le fond. Pas d'hésitation pour le fond parce que nous avons, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne mon groupe, toujours considéré qu'il n'y a pas d'opposition entre, d'une part, les libertés publiques et, d'autre part, l'ordre public. C'est-à-dire, et je l'ai déjà dit ici, que la liberté et la sécurité ne sont pas des sœurs ennemies, elles sont des sœurs siamoises, donc pas d'opposition sur le fond. Un doute, une hésitation, bien sûr, et Philippe Bas l'a magistralement rappelé tout à l'heure. Est-ce que cela nécessitait une réforme de la Constitution? Je me rends à ces arguments, je me rends aussi aux arguments de l'avis du Conseil d'État. En revanche, sur le deuxième volet, les choses ont été très différentes. Et le débat s'est enflammé, il s'est enflammé très vite pour ce qui concerne la déchéance de nationalité. Je voudrais y revenir un instant pour expliquer la position du groupe le plus complètement possible. Et si finalement, mes chers collègues, il est juste que la qualité de Français puisse s'acquérir par le droit du sol, il est aussi parfaitement légitime que la qualité de Français puisse se perdre par le prix du sang. Le sang des Français versé, le sang des Français massacrés. Alors bien sûr, je sais, il reste une difficulté, et je l'aborderai, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez fait, au moins dans les termes et dans la proclamation, sans détour et avec franchise. La patrie. Je voudrais, non pas vous convaincre, mais expliquer et lever un certain nombre de préventions. La première, l'égalité. Vous aviez, à l'Assemblée nationale, moins ici, mais c'est à l'Assemblée que vous aviez exprimé assez clairement cette idée que ce qui vous heurtait, c'était la question de l'égalité, et vous aviez dit très exactement, pour qu'il y ait responsabilité égale devant chacun, il doit y avoir égalité aussi devant la sanction. Ce sont vos termes très exacts. Mais il n'y a pas d'égalité aujourd'hui devant la sanction. Il n'y a pas d'égalité dans le Code civil, puisque pour les binationaux, c'est le sujet de l'acquisition et pas de la naissance. Et demain, entre les binationaux et les mononationaux, eh bien, la déchéance priverait les seconds, les mononationaux, de toute patrie, alors que pour les binationaux, évidemment, il resterait toujours une patrie. Donc le concept d'égalité, il n'opère pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous souriez, mais vous allez moins sourire quand vous relirez l'avis du Conseil d'État. C'est l'avis du Conseil d'État que je viens d'exprimer. En d'autres termes, Monsieur le Premier ministre, avec conviction, mais pour vous convaincre aussi que ce concept d'égalité, que cette passion d'égalité peut nous égarer. Nous avons voté les excellents amendements de la Commission des lois et du président Bas, mais personnellement, je voterai contre l'article 1er. Parce que les postures, bon, soyons pas dupes, et puis c'est normal, hein, nous sommes une assemblée politique et il faut que nous restions une assemblée politique. C'est toujours une bonne chose. Mais quand même, j'ai sous les yeux, ça me rappelle ce qu'a dit notre excellent collègue et ami le président Guillaume. Pour moi, il ne peut pas y avoir de réforme constitutionnelle s'il n'y a que l'article 1. Alors, écoutez. Il y en a qui disent qu'il faut supprimer l'article 2. Il y en a d'autres qui disent, eh bien, s'il n'y a que l'article 1, ça ne sert à rien. On ne peut mieux dire que l'article 1 ne sert à rien. C'est ça, là, je crois que nous en avons la démonstration. Et le problème, là-dedans, pour nous, il n'y a... Non, c'est pas sorti du contexte, je peux vous... Tenez, c'est là, hein. Bon. Et on peut reprendre le journal officiel aussi si c'est nécessaire. Mais d'ailleurs, c'est très bien, moi ça ne me choque pas. La question fondamentale est de savoir, non pas si l'état d'urgence doit être ou non appliqué, il y a des responsabilités gouvernementales et un contrôle du Parlement. La question pour nous est de savoir s'il doit être constitutionnalisé. Et nous considérons majoritairement, et c'est notre droit, c'est notre approche, que ça ne sert strictement à rien, en dépit de tout ce que l'on a essayé de nous expliquer savamment au niveau du droit. Alors,
les symboles, c'est extrêmement intéressant, mais faisons du droit. La constitutionnalisation, il est évident que ça n'apporte rien. Et s'il ne restait que l'article 1, ça ne servirait encore moins à quelque chose, je ne vous le fais pas dire. Et mes propos font écho aux propos du Premier ministre, hier, qui a voulu, si j'ose dire, en provoquant avec des mots très durs notre haute assemblée pour indiquer que nous avons fait des pas. Et l'article 1 est un exemple où la constitutionnalisation de l'état d'urgence nous laissait perplexes. Nous allons l'adopter. C'est aussi une main tendue que nous faisons vis-à-vis du propos du président de la République et des engagements qu'il a pris au Congrès à Versailles. Mais peut-être pour en écho à ce que dit notre collègue Masson, et puis hier nous avons beaucoup évoqué Hannah Arendt et m'est revenu, je cite de mémoire, un passage de l'État totalitaire où elle dit que les méthodes utilisées par les États totalitaires pour faire face aux problèmes auxquels ils ont donc à faire face survivront à leur défaite. J'ai l'impression que vouloir régler de tels problèmes par des méthodes uniquement en augmentant les contraintes policières, les contraintes diverses, enfin, etc., c'est pas la voie suivie par les démocraties. Même s'il ne faut pas avoir d'illusions, même si précisément il faut avoir des outils d'exception pour faire face aux périodes, aux défis exceptionnels. Mais précisément, le problème, c'est que si on les institutionnalise, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est le régime ordinaire. Donc, je crois que le travail d'équilibre qu'on essaye de faire, insuffisant à mon avis, mais c'est déjà mieux ce que nous faisons que le texte qui nous est venu de l'Assemblée nationale, c'est effectivement faire un exercice démocratique difficile, on peut penser qu'il manque un peu de logique, mais c'est ça. Il faut quand même un jour, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour Pierre-Yves Collombat, qui est un grand républicain, il faut quand même se dire, on ne peut pas constamment avoir une espèce de remise en cause de ce qu'est, entre guillemets, d'un côté la démocratie et de l'autre côté l'ordre républicain. L'ordre républicain, la sécurité républicaine, ça a du sens. Franchement, l'autorité de l'État, c'est le fondement de l'égalité, c'est le fondement de la sécurité des gens. Un État qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de mesures dans la Constitution ou par la loi, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit d'autres mesures, c'est un État faible qui ne peut pas rassurer les citoyens. Et alors, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tous les extrémismes, à toutes les organisations locales, à toutes les milices et à tout ce qu'on veut. Franchement, je veux dire que lorsque la représentation nationale, lorsqu'un gouvernement, dans la République, de manière républicaine, organise l'état d'urgence, organise un certain nombre de mesures, demande à la police de la République, à l'armée de la République, à la gendarmerie de la République d'assurer l'ordre, je préfère l'ordre républicain au désordre des extrêmes et au désordre des extrêmes qui poussera à des communautarismes. Alors, l'état d'urgence, dans la Constitution, moi, je n'étais pas forcément pour l'intégrer, mais en tout état de cause, que l'état d'urgence existe en lui-même, que les mesures prises, y compris dans la Constitution avec l'état de siège, existent, c'est la force d'une démocratie sous le contrôle du Parlement de pouvoir l'exercer. Mon groupe, dans sa majorité, a demandé la suppression de cet article. Nous reconnaissons les améliorations apportées à cet article grâce aux travaux de la Commission et de M. Bas, que je salue. Nous ne sommes pas convaincus par l'article 1er par la constitutionnalisation de cet article 1er, parce que, de surcroît, nous voyons plutôt des inconvénients, surtout une éventuelle pérennisation de l'état d'urgence, ce qui peut s'avérer à la longue dangereux. Sans compter la posture politique que représente cette constitutionnalisation, il serait en plus inopportun
de participer à cette posture, surtout que cette constitutionnalisation risque en l'état, puisqu'elle ne sera pas votée à l'identique dans les deux chambres, d'être envoyée aux calendes grecques avant l'été. Nous avons acquis la conviction que dès lors que l'état d'urgence n'est pas une simple péripétie, il est nécessaire que des garanties soient inscrites dans la Constitution quant à l'utilisation de ce dispositif. Nous avons travaillé, me semble-t-il, de façon particulièrement efficace, notamment hier soir, autour de l'idée d'inscrire la proportionnalité sur le thème de l'état d'urgence dans la Constitution, premièrement. Deuxièmement, de rappeler les prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et aussi de peaufiner, de ciseler même le contrôle du Parlement, un contrôle permanent du Parlement quant à l'exécution de l'état d'urgence. Je crois sincèrement que le travail qui a été mené au Sénat depuis quelques heures, qui est l'aboutissement d'ailleurs d'un long travail en amont, est un véritable travail de constituant dont nous pouvons nous honorer. Et je pense qu'il serait légitime que le maximum de sénateurs et de sénatrices, sur tous les bancs, puissent voter cet article 1er. Je vous remercie. Pendant l'état d'urgence, la démocratie continue. La preuve, les élections régionales se sont tenues tout à fait normalement. Nous n'avons cessé de légiférer. La possibilité est entière pour le gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut être dissoute et le Parlement peut réviser la Constitution. La preuve, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous ne le faisons pas sous la menace. Nous le faisons comme participant au pouvoir constituant souverain. Et par conséquent, je crois qu'il faut quand même être très attentif. Donner une telle extension aux situations dans lesquelles nous n'aurions plus le droit d'exercer notre pouvoir souverain, et notamment celui de réviser la Constitution, c'est quelque chose qui est privatif de droits fondamentaux de la représentation nationale. Je comprends que le général de Gaulle ait le pouvoir constituant en 1958 est interdit de réviser la Constitution quand l'intégrité du territoire est atteinte. Mais oui, bien sûr, si vous êtes sous le coup d'une occupation étrangère, vous n'allez pas réviser votre Constitution pour créer une dictature. Ça va de soi. Mais dans les autres cas, je crois qu'il faut être prudent de ne pas hypothéquer ainsi, par avance, notre droit souverain de réviser la Constitution. Voici le résultat du scrutin numéro 180 sur l'article 1er. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 339, pour l'adoption 301, contre 38. Le Sénat a adopté. Il y a quelques années, en 2010, quand la majorité à laquelle j'appartenais envisageait la déchéance de nationalité, des cris d'orfraie étaient poussés. Remettre en cause l'appartenance à notre nation d'individus ayant pris les armes contre les dépositaires de l'autorité publique constituerait une atteinte intolérable aux principes constitutifs de la nation, une entorse à la tradition républicaine. Que n'avions-nous pas entendu de la part de ceux qui, aujourd'hui, professent le contraire? Justement, au nom de la République, on admet que la nationalité peut être retirée, selon cet article 2, pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Nous pouvions donc dire que nous étions prophétiques. Cette fois-ci, c'est une majorité d'orientation différente qui admet dans la norme fondamentale cette déchéance de nationalité. Comment ne pas s'en réjouir? J'approuve cette volonté de faciliter la tâche du législateur en lui donnant cet appui le plus solide qu'est la Constitution. Au demeurant, il s'agit d'étendre le domaine reconnu au législateur, prévu par l'article 34 de la Constitution. Nous précisons juste un alinéa de cet article. À cet égard, je rends hommage à la capacité de notre Ve République à s'adapter à un contexte de crise et à la plasticité de sa Constitution. Tout ce qui permet à notre pays de se séparer de ceux qui l'assassinent va dans le bon sens. J'ai toujours été opposée à l'idée de la déchéance de nationalité, et plus encore pour la déchéance de nationalité des Français nés français.
C'est un vieux combat. Je l'ai mené quand l'extrême droite voulait relancer ses thèses. Je l'ai mené quand une partie de la droite a essayé de nous expliquer qu'il fallait l'inscrire dans la Constitution. Je le mène aujourd'hui, plus encore qu'hier. Plus encore qu'hier, pourquoi? Parce que s'il est vrai que le terrorisme est un enjeu considérable, qui doit mobiliser toute la nation, la manière de le combattre procède de 3 exigences. La première, l'efficacité dans la prévention des actes. Organiser nos forces de police, notre justice, nos forces de renseignement. Et chacun en convient, la déchéance de nationalité n'a aucune efficacité en la matière. La deuxième exigence, c'est de ne rien céder sur les principes. Et pour ma part, je considère que le cadre qui fait la nation, c'est-à-dire le cadre de la nationalité, est un principe fondamental. On peut avoir des désaccords entre nous, et il y en a. On peut avoir ce débat entre nous, et nous le maintiendrons. Mais à un moment où tout est fait pour essayer de mettre des brèches dans ce qui sont les failles ou les désaccords, qui sont légitimes en démocratie, ce n'est pas le moment de remettre en cause les principes, d'autant quand ça n'a aucune efficacité. Troisièmement, on nous dit que ça va rassembler les Français. En aucune façon, ça ne rassemblera. Ça ne nous rassemble pas déjà entre nous. Et dans l'histoire, ça ne nous a pas rassemblés. Mais plus encore, avec le principe que M. Malhuret vient de décrire, soit on fait d'un côté des apatrides, et moi j'ai toujours été contre l'apatridie, c'est la charge de l'histoire. La France des droits de l'homme doit non seulement la réduire, mais la combattre, l'apatridie. Mais aussi, si ce n'est pas cela, c'est qu'il y aura différenciation, donc inégalité par rapport aux droits, qu'elle soit de fait écrite par une méthode ou par une autre. Il y a dans l'idée de déchéance une forme d'auto-exonération. Il y a 2 discours. Celui qui affirme que ces terroristes ne sont pas de vrais Français, et l'autre discours qui soutient qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. D'un côté comme de l'autre, il y a et du vrai, mais aussi du déni. Or, pour combattre le terroriste, nous avons besoin de percer le fonctionnement du terrorisme djihadiste. En brandissant la déchéance, nous enclenchons un engrenage de solidarité absurde. La déchéance est la plus mauvaise des réponses symboliques, car elle dessine des frontières juridiques au cordeau, en assignant en fonction de l'identité le camp des bons et celui des suspects. Les suspects, ceux qui, par leur patronyme, leur aspect physique, leur foi réelle ou supposée, se retrouvent dans une injonction paradoxale. Lorsqu'ils se taisent, ils sont forcément dans la complicité, et quand ils s'expriment, ils signeraient leur duplicité. Pour ma part, je dénonce depuis des années la wahhabisation de l'islam mondial. Plus l'islam traditionnel, culturel, spirituel est mis en cause, et la déchéance de nationalité pour les Français de confession musulmane a été vécue comme une mise en cause de cette nature, plus les arguments des promoteurs du fondamentaliste prospèrent. Je remercie Jean-Pierre Sueur de s'être élevé ici contre les propos du sénateur Masson, grand professionnel de l'amalgame, pour qui les binationaux seraient une 5e colonne. Tout ce qui est excessif est vraiment insignifiant. Pour combattre le terrorisme djihadiste, nous devons enrayer l'offensive de l'islam intégriste. Ce combat-là ne peut se faire sans les Français de confession musulmane, et pour associer nos compatriotes, ni victimisation, ni stigmatisation, et encore moins la suspicion. Or, c'est bien le mode d'expression le plus répandu, le plus lâche et le plus sournois. Il faut juste les reconnaître comme des égaux, des Français à part entière. Or, la déchéance de nationalité donne une prime à l'identité sur la citoyenneté. A contrario, si collectivement nous parvenions à promouvoir l'égalité formelle et l'égalité des chances, à endiguer l'intégrisme dans nos territoires et sur les réseaux sociaux, sans stigmatiser les Français de confession musulmane, nous offrirons alors un beau visage à la laïcité et nous aurons avec nous, dans le combat contre le terrorisme, la nation réunie. Je vous remercie. En ce qui me concerne, je voterai sans hésitation la déchéance de nationalité.
dans la définition amendée par notre commission des lois. La mesure est certes symbolique, j'en conviens, mais qui commet un crime de terrorisme s'exclut du cadre national. Je voterai toujours sans hésitation l'article 2 en ce qu'il concerne l'attribution comme la déchéance de nationalité dans l'autorité de l'exécutif. Il serait d'ailleurs paradoxal de constitutionnaliser une peine complémentaire, ce qui serait le cas dans la version initiale du texte, alors que les peines principales ne le sont pas. Je ne souhaite pas plus m'engager sur la voie aventureuse et peu glorieuse de l'apatrie. Dans un débat où beaucoup, sinon tout, a été dit, et ceci se comprend au regard de sa charge émotionnelle, où l'on convoque histoire, culture et valeurs. Je maintiens avec conviction le fait que ce texte n'est pas un texte de rassemblement tel qu'il est. Je maintiens le fait que la constitutionnalisation sur la déchéance de nationalité, d'ailleurs, comme sur l'état d'urgence, n'est pas utile. Et que, certes, on nous a dit longuement hier et encore aujourd'hui qu'il s'agissait d'un symbole. Moi, je suis toujours inquiet quand on parle plus de symbole que de règles de droit. Ce qui est important, c'est d'avoir une règle de droit adaptée aux besoins de l'évolution de la société, certes, donc la loi n'est pas immuable, la Constitution non plus, on peut la réviser, mais utiliser un projet de loi de révision constitutionnelle pour des objectifs qui me paraissent malheureusement peu conformes avec l'idée de rassemblement, je crois que ce n'est pas bien et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la voie qui doit être choisie pour rassembler les Français dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes tous ici convaincus qu'il est nécessaire et que tout doit être fait pour lutter contre les terroristes, au point de vue matériel, au point de vue humain, voire des modifications législatives. Et il y en a eu d'ailleurs lorsque l'état d'urgence, la loi est venue en discussion ici, et ça a été très bien fait. Maintenant, arrêtons. Je dirais que l'urgence, mes chers collègues, l'urgence, c'est que ce projet de révision constitutionnelle tombe en déchéance. Monsieur le Président, je demande la priorité sur l'amendement de la Commission, dont le numéro est le 14, et il s'en suivra naturellement que cette priorité devrait s'étendre logiquement aux amendements qui suivent cet amendement 14. Nous sommes à un moment important de nos discussions, et je vais essayer, pas de vous convaincre, en tout cas de rappeler un certain nombre d'arguments qui amènent le gouvernement à donner un avis défavorable à cet amendement numéro 14. Le débat est nourri, riche, des interventions d'une très grande qualité, nous l'avons les uns les autres compris, et c'est vrai. C'est vrai que, ce n'est pas vrai forcément sur tous les bancs, et c'est tout à fait respectable, mais c'est vrai que ces attentats terribles, nous l'avons tous dit avec nos mots, ont sans doute amené nos compatriotes à repenser chacun qu'est-ce que cela voulait dire être français, et à réfléchir au fond à cette belle idée si française qu'est la nation. C'est vrai. Vous préférez, et c'est le cœur de la discussion, bien sûr, une déchéance de nationalité prononcée seulement contre certains terroristes, en l'occurrence les binationaux, là où le gouvernement et l'Assemblée visaient tous les terroristes sans distinction. Et donc, c'est là où je ne suis pas le président Retailleau et je ne vous suis pas. Il faut que vous expliquiez à nos concitoyens, là aussi, cette exigence à géométrie variable, le mot est peut-être pas bien choisi, selon que l'on est mononational ou pas, même si, encore une fois, nous parlons de terroristes ayant commis des actes barbares. Le gouvernement
et une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale ont proposé une solution qui limite considérablement le risque de créer des apatrides, détenteurs en France, ça a été rappelé d'ailleurs dans les débats hier, d'un statut protecteur des droits élémentaires. Le débat, il est là. En 1958, la République est menacée par les guerres coloniales, la guerre d'Algérie. L'État est menacé. La fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a que 13 ans. Le souvenir de Vichy est là partout. Et donc, la Constitution de 1958, en réalité, s'appuie sur l'État et la République, parle peu de la nation. L'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais finalement, la nation, elle n'apparaît qu'assez peu dans la Constitution. Parce qu'elle n'est pas en cause, parce qu'elle n'est pas remise en cause, et parce que l'identité nationale et la nation française, en 1958, n'est pas un problème, n'est pas une difficulté, n'est pas une interrogation. En 2016, elle l'est. Elle l'est. L'interpellation, le terrorisme, mais avant même le terrorisme, le doute, le scepticisme sur ce qu'est la nation française depuis 10 ans, c'est vrai, c'est vrai. Les Français se demandent ce qu'est la France aujourd'hui. Les Français se demandent ce qu'est notre destin commun. Alors inscrire les éléments sur la déchéance et sur ce qu'est la nation dans la Constitution, oui, c'est un geste fort. Et c'est un geste fort au-delà du terrorisme, parce que la question de la nation devient une question essentielle pour ce qu'est notre République et notre pays. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale si l'on évoque la double nationalité. Et il n'y a pas de majorité au Sénat si on la refuse. Nous sommes donc dans cette situation de blocage. La logique voudrait dire qu'à partir de là, nous nous arrêtons dans la démarche et nous passons à autre chose, considérant qu'il y a d'autres enjeux dans le pays à traiter. Mais la question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi on arrive à ce blocage. On arrive à ce blocage pour une raison assez simple et que personne n'évoque ici, c'est que la question est mal posée. On ne définit pas la nation en regardant vers l'arrière. Le débat sur l'identité nationale l'a montré, l'a révélé. Les blocages, les impasses, les ambiguïtés de ce débat ont été, il y a quelques années, évidents et ont mis mal à l'aise toute la nation française. Le problème, c'est qu'en organisant le débat sur la déchéance, nous avons voulu regarder effectivement le débat de cette façon. La nation, nous devons la définir vers l'avant, en regardant vers l'avant, en lui construisant un avenir. Et si nous voulions mettre en place une mesure symbolique, ce n'est pas en excluant les terroristes de la communauté nationale, c'est en intégrant dans la communauté nationale, comme l'ont fait nos ancêtres de la Révolution française, avec la formule des citoyens d'honneur, ceux qui se battent contre Daesh dans des conditions épouvantables. Pourquoi, par exemple, ne pas donner alors la citoyenneté d'honneur à ces femmes kurdes qui se battent contre Daesh, là-bas, en Syrie et sur le territoire de l'Irak? Ça, cela aurait un sens, ça, c'est un symbole. Ça exprimerait une France qui va vers l'avant, qui regarde loin devant elle, et pas simplement pour régler des comptes avec ceux qu'elle a simplement à sanctionner, à punir, mais pas à exclure, parce que la République n'exclut pas, elle se définit d'une autre manière. Si nous avions, et moi j'avais, des doutes quant à la crédibilité de ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, ou quant à sa cohérence, j'ai davantage encore de doutes sur l'amendement qui nous est proposé. Car cet amendement est très clair, la déchéance ne s'appliquerait qu'aux binationaux. Point. J'ai dit tout à l'heure que, bien entendu, il s'agit de criminels et il s'agit de personnes qui s'excluent d'une certaine manière elles-mêmes de toute nationalité d'ailleurs. Mais nous savons, et moi j'ai toujours cela présent à l'esprit, que le texte tel qu'il a été présenté a pour effet collatéral que les 5 millions de binationaux qui sont en France perçoivent cela comme une inégalité. Vous avez dit ce qu'est la nation. Mais c'est ni à vous, ni à moi d'ailleurs, de le dire. La Constitution définit ce qu'est la France. La France, je ne parle pas de telle ou telle institution. Non, la Constitution, dans son premier article, dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Je répète, elle dit la France est une république. Elle définit la France comme une république. Et elle ne définit pas la France à partir de l'appréciation qu'a chacun de ce qu'est l'identité, parce que ça nous divise. Bon, je ne vais pas faire de grands discours. Vous savez que de toute façon, nous sommes opposés à la déchéance de nationalité et que bien évidemment, nous ne pouvons accepter cet amendement 14 qui rétablit la déchéance des binationaux. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit aussi et nous l'avons dit, cela est porteur d'une stigmatisation de l'ensemble de ceux qui portent au moins 2 nationalités, puisqu'on peut en avoir plus que 2, et qui, même s'ils n'ont strictement rien à voir avec le débat sur le terrorisme, se sentent pointés du doigt comme finalement n'étant pas tout à fait français comme les autres. Donc, refus absolu de voter en faveur de cet amendement. Unanimement, le groupe socialiste et républicain votera contre l'amendement numéro 14 et votera contre l'article 2, pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que ce qui vient de se passer tout au long de ces 2 jours a été un débat intéressant, parfois vif, et les uns et les autres ont pu exprimer leur position. Ça n'a échappé à personne que dans notre groupe, le groupe socialiste, nous n'avons pas la même position les uns et les autres. C'est bien normal sur un sujet comme celui-ci. La clause de conscience doit jouer, chacun doit l'exprimer. Une trentaine de nos collègues ont même présenté un amendement pour supprimer l'article 2 parce qu'ils sont contre la déchéance de nationalité, que ce soit dans la version Assemblée nationale, que ce soit dans la nouvelle version qui va être votée, présentée par le président de la Commission. Un plus grand nombre souhaite arriver à un accord au Congrès et que l'on arrive à trouver une solution. Et cette solution, elle doit passer, le Premier ministre l'a très bien dit tout à l'heure, par une avancée des 2 chambres, à la fois l'Assemblée nationale et à la fois le Sénat. Tout le monde l'a dit depuis 2 jours, quelles que soient les positions, que nous parlons de terrorisme, que la France a été touchée, qu'il faut des réponses et que le discours du président de la République au Congrès de Versailles n'a pas été jugé sur telle ou telle phrase, il a été jugé sur son ensemble. Un point d'accord avec le Premier ministre sur le départ, sur ce qui explique notre présence ici. D'abord, le terrorisme. Le point de départ, c'est aussi la déclaration du président de la République et sa proposition de modifier la Constitution. Nous n'avions rien demandé, comme l'a rappelé tout à l'heure Françoise Zocchetto. C'est le point de départ. Deuxième observation, nous avons jugé que pour autant, cette idée de la déchéance pouvait être utile, parce qu'elle nous renvoie à ce que nous sommes, et nous pensons que si la lutte est longue, notre capacité à mener le combat, c'est aussi notre capacité à reprendre possession des raisons qui font que nous sommes ensemble, qui font que nous sommes un peuple. Parce que dans une démocratie, on lutte avec les armes, on lutte avec des arsenaux juridiques, mais on lutte d'abord avec les volontés, pas seulement individuelles. Parce que la France, vous le savez, ça n'est pas une juxtaposition d'individus. La France, ça n'est pas non plus un archipel de communautés ou un archipel de tribus. Donc ce débat est important. Il est important à un moment où trop souvent on a encouragé, ici ou là, la dépolitisation de la vie des peuples, la réduction de la vie des peuples aux conditions de leur existence matérielle, en oubliant de leur parler de ce qu'ils sont. Et nous sommes une nation civique. C'est la France qui a inventé cette forme particulière d'être ensemble. Je maintiens avec conviction le fait que ce texte n'est pas un texte de rassemblement tel qu'il est. Je maintiens le fait que la constitutionnalisation sur la déchéance de nationalité, d'ailleurs, comme sur l'état d'urgence, n'est pas utile. Et que, certes, on nous a dit longuement hier et encore aujourd'hui qu'il s'agissait d'un symbole. Moi, je suis toujours inquiet quand on parle plus de symbole que de règles de droit. Ce qui est important, c'est d'avoir une règle de droit adaptée aux besoins de l'évolution de la société, certes, donc la loi n'est pas immuable, la Constitution non plus, on peut la réviser, mais utiliser un projet de loi de révision constitutionnelle pour des objectifs qui me paraissent malheureusement
peu conforme avec l'idée de rassemblement. Je crois que ce n'est pas bien et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la voie qui doit être choisie pour rassembler les Français dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes tous ici convaincus qu'il est nécessaire et que tout doit être fait pour lutter contre les terroristes, au point de vue matériel, au point de vue humain, voire des modifications législatives. Et il y en a eu d'ailleurs lorsque l'état d'urgence, la loi est venue en discussion ici, et ça a été très bien fait. Maintenant, arrêtons. Je dirais que l'urgence, mes chers collègues, l'urgence, c'est que ce projet de révision constitutionnelle tombe en déchéance. Bien, chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 183 sur l'article 2. Nombre de votants, 344. Nombre de suffrages exprimés, 336. Pour l'adoption, 186. Contre, 150. Le Sénat a adopté l'article 2. Il s'agit ici d'insérer après l'article 2 un article permettant désormais aux résidents de nationalité étrangère de pouvoir voter en France lors des élections locales. Il a souvent été question de symboles ici dans notre hémicycle. En voilà un. Accorder le droit de vote à des milliers d'hommes et de femmes vivant en France, travaillant en France et payant leurs impôts en France. Au-delà de ce symbole, il s'agit avant tout d'un signal fort. La République intègre, rassemble et assure l'égalité en son sein. Le droit de vote des résidents étrangers est un formidable outil d'intégration, non seulement pour les étrangers eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leurs proches. Car comment montrer l'exemple et encourager au vote quand on est soi-même privé de ce droit? Il serait également un formidable rempart contre le communautarisme en associant tous les citoyens, d'où qu'ils viennent, aux choix collectifs et aux décisions qui les engagent, mais aussi en marquant l'appartenance à une même communauté de destin. Quasi unanimement, le groupe socialiste et républicain votera contre cet amendement sur l'explication qui ont été données par le président de la Commission et par le ministre. Certains d'entre nous peuvent penser que le droit de vote pour les étrangers est quelque chose d'important. Bon, certains... Oui, bien sûr. Sauf que là, je pense vraiment que tout à l'heure, les mots d'apaisement du Premier ministre, du président Retailleau, si nous voulons arriver à une réforme constitutionnelle et si nous voulons faire en sorte de ne pas trop mettre d'arrêt, je pense que cet amendement, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, mais mis dans ce texte constitutionnel, ne collerait pas. Ce n'est pas le bon véhicule et je crois que ce n'est pas le moment. C'est la raison pour laquelle la quasi-unanimité de notre groupe votera contre. Donc je mets aux voix ces deux amendements avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Voilà, vous avez pu suivre une partie des débats autour de la révision constitutionnelle. Vous le savez, les sénateurs ont limité la déchéance de nationalité aux seuls binationaux, ce qui a conduit François Hollande à enterrer cette révision constitutionnelle. Vous pouvez revoir, bien sûr, ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.